L'industrie de la dentelle à Calais et Caudry est profondément liée à l'Angleterre. Au début du XIXe siècle, les premiers métiers mécaniques pour tisser la dentelle seront envoyés par bateau, illégalement sur la côte. Conçu par l'anglais John Heathcote, puis perfectionné par son compatriote John Livers, ces nouveaux outils de production permettront pendant 2 siècles de concevoir un rouage unique encore jamais égalé à nos jours et qui donneront à la dentelle ses lettres de noblesse. Héritière de cet artisanat d'art, la Cité de la Dentelle, ouverte en 2009, se situe au cœur d'une ancienne usine de dentelle calaisienne. Ouverte sur l'histoire et la mémoire industrielle de la dentelle, elle constitue un pôle dynamique d'innovation textile. Anne-Claire Laronde, directrice de la Cité de la Dentelle, se livre sur les richesses du lieu, évoquant à lui seul plusieurs pans d'histoire de la ville et de l'industrie dentelière. Je suis Anne-Claire Laronde, donc de métier je suis conservatrice du patrimoine. D'accord. Et je suis aussi la directrice du pôle muséal des musées de la ville de Calais. On est ici au musée de la dentelle, qui a évidemment un rapport avec les frontières, l'immigration, avec plein d'autres choses, la transmission des savoir-faire d'un pays à l'autre. Mais on a aussi le musée des beaux-arts, où par certaines œuvres, là aussi, on va toucher la question des frontières, on va toucher la question de l'identité même de Calais, qui est une ville frontière, et des artistes évidemment plus contemporains qui se sont posés cette question aussi, et qui continuent à prendre la parole sur ce thème. Aujourd'hui, la production de la dentelle est située sur 2 grandes villes, Calais et Caudry, berceau historique de la dentelle sur Machine Livers. Ainsi, pour éviter toute contrefaçon et respecter le savoir-faire 100% français des maîtres denteliers, ce textile est désormais protégé depuis 1958 par l'appellation dentelle de Calais, puis celle de dentelle de Calais-Caudry en 2015. Alors c'est effectivement une marque déposée. Elle date de 1958, donc ce qui n'est pas du tout le début de l'histoire de la dentelle. Par contre, 1958, on est dans l'après-guerre et on a un moment où une industrie qui est déjà installée depuis 150 ans en France a besoin de réagir parce qu'il y a des concurrents étrangers qui sont en train de se développer et d'émerger grâce à des technologies et des marchés nouveaux. Donc du coup, la création de la marque, c'est bien une réaction face à un changement du marché qui vient de l'extérieur. Okay. La dentelle, très honnêtement, ça a plutôt apparu au début du 19e siècle. Il faut avoir conscience déjà que la création d'une dentelle sur le sol français, c'est une délocalisation. C'est déjà le produit de toute façon d'un déplacement d'une technologie de savoir-faire et d'industriels qui ont choisi de quitter l'Angleterre où l'invention a été réalisée dans un milieu où un ensemble d'entrepreneurs, d'ingénieurs travaillaient à mécaniser le textile. Il y avait un effort un peu collectif, un sentiment d'émulation, on était dans la première révolution industrielle, et certains, réussissant à accomplir cette trouvaille, vont réussir à sortir du pays pour trouver une nouvelle terre plus facile à leur commerce, où ils n'auront pas les mêmes tensions sociales, puisqu'il y avait une forte inquiétude aux ouvriers qu'on appelle la révolte des ludistes, qui cassaient les machines, estimant qu'elles allaient évidemment leur voler leur métier. Il y avait aussi des taxes, bien évidemment, et une protection forte du gouvernement britannique, qui avait d'ailleurs sanctionné de peine de mort toute fuite de cette technologie à l'extérieur des frontières. On est vraiment sur un enjeu stratégique, économique très puissant. L'Angleterre, c'est vraiment la nation textile depuis le Moyen-Âge qui vit et qui prospère sur cette industrie et qui, en gros, a habillé le monde avec la laine de ses moutons et ses inventions, ses tissages, etc. Donc, il y avait un vrai enjeu. Et Calais naît, en fait, de cette délocalisation. Calais, à l'époque, il faut se figurer que de toutes les villes de la côte, c'est la plus petite, c'est la moins développée. C'est un petit centre-ville qui est vers la mer, encerclé dans les remparts d'un port. C'est une ville qui a été fondée pour sécuriser le trafic transmanche. Il n'y avait pas d'occupation humaine, à part un petit village de pêcheurs, avant cette volonté vraiment de gouvernements locaux de sécuriser le commerce de la Manche. Donc ça a toujours été une place forte. Et autour de ce noyau urbain, il y avait, là où nous sommes aujourd'hui, une plaine maraîchère qui en fait nourrissait, qui était la campagne et qui avait une activité avant tout de maraîchage. Donc une industrie, il n'y en avait pas, où c'était des choses vraiment plutôt petites. Et donc quand sont arrivés des entrepreneurs britanniques, ils ont commencé à s'installer le long du canal où nous nous trouvons et au sein même de la ville de Calais, qui est plus vers le port.
ça a été le développement d'un urbanisme nouveau qui est né entièrement autour de cette mono-industrie. Donc on est vraiment dans le cas d'une ville et d'une identité fondée à partir de cette industrie délocalisée. Cette industrie, elle a connu différentes phases ensuite. Il y a eu un gros coup d'arrêt à l'entre-deux-guerres, parce que la Première Guerre mondiale a mis quand même un vrai coup d'arrêt et à l'économie et ici aux infrastructures, puisqu'on était sur une zone qui était très impactée par la venue de réfugiés. En fait, Calais n'était pas sur le front, mais était pas loin du front. Donc, il y avait des dizaines de milliers de réfugiés belges, nordistes, des gens qui passaient de partout, qui venaient au port et qui ensuite étaient transportés dans d'autres zones de refuge, notamment des ports normands. Mais en gros, c'était une place logistique avec des troupes d'un peu toutes les nationalités alliées, des hôpitaux ambulants et des gens à loger vraiment dans l'urgence. Donc ce moment-là, évidemment, a traumatisé cette industrie. Et puis ensuite, c'est l'industrie mondiale, la crise de 29, toute cette période-là qui a mis un vrai coup de frein et qui a aussi changé les habitudes vestimentaires. Et la création d'une forme déjà de vêtements pas encore prêt-à-porter, mais des choses plus modestes, et la disparition de certaines grandes fortunes, en fait, qui n'avaient plus les mêmes pratiques. Donc la dentelle a de toute façon un petit peu décliné. Donc quand apparaît la marque, on est après un second traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, où là, Calais était en plein sur le front, a été détruite par la bataille de 40, donc l'avancée des troupes allemandes au tout début de la guerre, et l'occupation allemande. Calais était vraiment sous gouvernement allemand nazi, en fait, direct, dans la zone rouge et interdite ici. Donc là, il y a eu un sacré traumatisme également. Et au sortir de la guerre, l'industrie s'est reconstruite tout de même et repartie. L'appareil productif n'avait pas été complètement détruit, mais la donne avait changé, les marchés s'étaient encore développés autrement. Alors souvent, on sait que dans le textile, il y a eu une accélération de l'internationalisation, en fait, des marchés textiles après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup d'automatisation, des machines capables de bâtir très vite des tissus et un marché qui circule beaucoup plus. Mais en fait, dès le 19e siècle, ces tissus textiles avec une forte valeur ajoutée, donc très particulière, pas produisibles partout parce qu'il fallait un savoir-faire très important. En fait, ils ont toujours été à 85% exportés. Pour le marché russe au 19e siècle, très vite le marché américain. En tout cas, c'était toujours le grand export. Et alors, ça s'est évidemment accéléré avec la multiplication des échanges commerciaux de tout type dans la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà, donc la marque, elle est née dans ce cadre-là. C'est la marque française. Mais les centres de production denteliers, il y en avait aussi en Angleterre, aux États-Unis, au Mexique, en Italie, en Espagne. Je crois qu'il y en a eu aussi dans les pays germaniques, je sais plus, c'est l'Allemagne, l'Autriche. La Cité de la Dentelle n'est pas un musée comme les autres. Outre les pièces qui y sont présentées, c'est un lieu vivant où cohabitent remise en contexte, création, mode et innovation. C'est effectivement né d'une volonté des entrepreneurs à l'époque. Alors on est dans les années plutôt 80-90, même fin des années 70. Les premiers projets, les bases du projet, je pense, sont posées à ce moment-là. L'idée d'avoir une vitrine, d'un musée comme un outil de diffusion, de préservation du patrimoine, mais comme c'est un patrimoine vivant, c'était pas tant pour que ça survive, c'est pas l'idée, c'est plus pour avoir une vitrine et se présenter au monde, aux touristes, pour faire parler en gros de la dentelle. Bon, aujourd'hui, on sait que ça fonctionne de façon mitigée, les musées. On a eu l'effet Bilbao qui a été beaucoup commenté, mais on en revient depuis parce que ça s'est pas beaucoup multiplié, les effets Bilbao. Donc voilà, donc les ambitions sont moindres aujourd'hui, mais ça reste quand même un outil qui est pensé, qui a été voulu et qui est ouvert en 2009 ici, dans cette optique. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il est assez atypique, ce musée, parce qu'il ne correspond pas vraiment à un type précis de tradition muséale. Il mélange plusieurs traditions muséales. Il y a un musée d'histoire dedans, il y a un musée plutôt style écomusée avec de la mise en contexte, on est dans une ancienne usine. Il y a un musée de la mode, on peut dire, ou un centre d'exposition de mode. Enfin voilà, on peut trouver différentes, des parties un peu plus musée du costume traditionnel, quoi. Enfin voilà, et tout ça a été juxtaposé sans être vraiment fusionné. Et ça plaît plutôt aux visiteurs. Ils changent d'univers, ils sont surpris, donc c'est plutôt pas mal, ça fonctionne bien. En termes de fonctionnement interne, c'est plus compliqué parce qu'il y a différentes cultures métiers qui coexistent. Il y a différentes façons de communiquer aussi.
Et j'avoue que des fois, on va de l'un à l'autre. Alors ça nous permet aussi de jouer plusieurs cartes, ce qui est pas mal. Mais on a eu du mal à construire l'image de l'établissement quand même. Et parfois, on se pose toujours des questions sur... voilà, si on communique pendant une trop longue période que sur du patrimoine industriel, on va perdre notre public mode. Si on communique que sur la mode, on perd complètement le public. Voilà, on a du mal aussi à cerner. On a plusieurs publics qui se côtoient aussi. C'est aussi un lieu qui sert, et là on met beaucoup d'efforts à ça ces 10 dernières années, qui ne sert pas que de musée. Donc, c'est avant tout un musée, mais en fait, c'est aussi une sorte de centre de ressources pour les entreprises. On les a longtemps accueillis lorsqu'elles avaient besoin de cette salle. En fait, on est dans la seule salle de réunion de l'établissement. Elle n'est pas immense, mais elle est quand même plus vaste que la plupart des salles qu'ils peuvent avoir parfois dans leurs usines. Donc ça a pu servir aussi de lieu pour qu'ils se rassemblent pour créer ces outils communs, donc dans leur syndicat propre. D'autres rencontres avec des responsables locaux ou des rencontres plutôt économiques, en gros. On les accueille également avec leurs clients. On est plus dans la consommation, mais on sait aussi qu'on sert à ça. Et ça permet aussi de faire comprendre aux clients qu'ils ne sont pas uniquement en train d'acheter une matière première qui n'a pas d'histoire, mais on les remet un peu dans la grande histoire du vêtement mondial, de ce patrimoine-ci, et puis on leur montre d'autres produits d'actualité. C'est souvent plus facile quand il y a une exposition de mode aussi à côté, parce que ça parle plus en fait, et puis c'est assez atypique les expositions de mode, donc ça permet aussi de voir du vêtement fini, donc c'est quand même beaucoup plus parlant. On a des esprits pratiques, on a besoin de voir un résultat, que plutôt que de voir une dentelle à plat sur un échantillon, c'est difficile d'imaginer tout ce qu'on peut faire derrière. La ville de Calais est très active dans la formation des jeunes au métier de dentelier, dans l'espoir de perpétuer cet artisanat d'art. Il y avait un autre élément qui était fragilisé dans cette économie de la dentelle, c'est la formation. Alors, il existe une formation en dentelle, heureusement, diplômante. Heureusement, c'est le bac professionnel des métiers de la dentelle. Ça aussi, c'était un projet des denteliers entre eux qui voulaient absolument préserver ce diplôme, en fait. Et la difficulté, c'est qu'en général, ils ont tous naturellement besoin, à un moment, d'un type de métier. Ils n'ont pas spécialement envie de former des jeunes pendant 3 ans à tous les métiers. Sachant que quand on est un peu généraliste, évidemment, on n'est pas assez spécialisé. Et que par moment, leur tentation naturelle est de vite, il faut former un tuliste. On veut un tuliste, mais on ne va pas lui faire perdre de temps sur préparation des matières ou finition, quoi. Et en fait, là... ils ont eu fort heureusement raison de se pondérer et de discuter pour quand même maintenir ce diplôme, qui est donc un diplôme porté par l'Éducation nationale. Le tronc commun se fait ici dans un lycée professionnel de Calais, qui s'appelle le lycée du Détroit, où il y a une unité de formation d'apprentis. C'est le musée en fait qui accueille la partie apprentissage sur machine en fait de cet enseignement. L'import des premiers métiers mécaniques à Calais a mené à la multiplication des échanges entre la France et le Royaume-Uni. Les tout premiers métiers n'étaient pas des métiers à dentelle, c'était à l'époque où ça n'avait pas encore été inventé, mais c'était des métiers à tulle. Donc c'est quand même la génération d'avant où ils savaient faire en gros la trame avec la fameuse maille octogonale, enfin qui n'est pas une maille techniquement, mais en gros vous voyez un peu l'idée. Et c'était des métiers en bois plus petits qui étaient démontés et qui ont été passés en contrebande. En fait. Alors il n'y avait pas que eux qui passaient en contrebande, il y a plusieurs siècles de contrebande sur la Manche entre Calais et Douvres en gros, mais alors apparemment le produit qui passait le plus en contrebande c'était de l'eau de vie qui était importée d'Angleterre, qui se vendait sur le continent européen, mais bon à un moment voilà, il y avait toutes sortes d'autres marchandises passaient, donc il y avait vraiment des réseaux de contrebandiers qui ont toujours été actifs. Et à un moment, même alors qu'on était en plein blocus continental, il n'y avait plus de commerce autorisé entre la France napoléonienne et l'Angleterre isolée, on va dire, donc, mais ça passait quand même. Voilà. Donc les premiers sont arrivés, ce type de métier. Et puis, donc on est dans les années probablement 1814-1815, et période 1830 arrive l'invention, l'adaptation du système Jacquard pour programmer les métiers beaucoup plus complexes et programmer la création d'un dessin sur ce tulle. Et donc là, ces métiers ont commencé à passer aussi. Donc probablement, les bateaux
commencé aussi à grossir en taille, hein, et ça a dû pouvoir se faire aussi plus facilement. C'était aussi des structures, je pense, qui n'étaient pas uniquement en fonte, peut-être en fonte en bois, mais j'avoue, cette partie-là, on la connaît mal. Comme une bonne partie de la dentelle, quand même, il reste à faire des études historiques, ou nous aussi à rassembler les quelques-unes qui ont pu se faire ces dernières années. On sait que notamment, il y a un historien qui s'appelle Monsieur Ben Simon, qui a visiblement pas mal travaillé sur les échanges entre l'Angleterre et la France, et les mouvements d'immigration aussi, de populations travailleuses, les patrons qui venaient avec des familles d'ouvriers, etc. Il y a eu des va-et-vient d'autres familles qui sont reparties vers les grandes destinations du Commonwealth. En fait, on sait j'ai appris la semaine dernière qu'il y avait 500 Britanniques, citoyens britanniques qui devaient habiter à Calais depuis peut-être plusieurs dizaines d'années au 19e siècle, qui ont à un moment été victimes de tensions sociales, à un moment où la France s'embrasait, je crois que c'était avant l'arrivée au pouvoir de Napoléon III, il y a eu des émeutes un peu urbaines dans pas mal de centres urbains en France. Et à Calais, ça s'est focalisé sur un sentiment anti-anglais, probablement. Du coup, ils ont demandé à immigrer en Australie. C'est comme ça ils sont partis avec le savoir-faire. Alors, je ne sais pas techniquement s'ils sont partis avec les machines aussi, aucune idée. Mais je sais qu'ici, on a souvent des liens avec des sociétés historiques australiennes qui recherchent leurs ancêtres à Calais, qui font des recherches. Ils ont une petite revue qui s'appelle Tulle. Ils ont l'air assez actifs. Voilà. Donc, c'est quand même 500 personnes qui partent pour l'Australie. C'est pas un petit nombre à l'échelle du 19e siècle, quand même. Outre sa production récente à Calais et Caudry, l'histoire de la dentelle est beaucoup plus ancienne. Sa rareté et sa complexité ont fait de lui un produit d'apparat. Le point historique, c'est que c'est probablement la seule technologie qui a été inventée en Europe et pas inventée non plus sur d'autres continents. Donc on a peut-être un fait textile, on va dire, propre à l'Europe. Donc ça, c'est la partie, on va dire, historique, parce que tout ce qui est tricot, broderie, tissage, voilà, ça a évidemment apparu un peu dans tous les endroits du monde, et ensuite ça a circulé. Mais voilà, la dentelle, c'est vraiment particulier, parce que c'était lié à cette technologie vraiment des Flandres et du nord de la Vénétie, apparue au XVIe siècle, était un produit d'apparat. Ensuite, donc déjà, quand même technique très très complexe, donc ça se partage pas si facilement, il faut quand même vraiment y passer du temps pour pouvoir la prendre et la reproduire. La machine reproduit vraiment le même croisement de fils que la dentelière, avec une puissance de calcul plus forte, puisqu'on est sur un programme avec le système de carton Jacquard, donc ça va quand même plus loin que le cerveau humain. Donc ça, c'est aussi forcément un gain de temps et d'efficacité important. Ça fait partie de tous ces textiles haut de gamme. Pour ces mêmes raisons, la matière est quand même chère, mais surtout la technologie forcément devient chère du fait de sa rareté. Comme la soie qui du coup fait partie des produits d'apparat et qui a essayé d'être démocratisée entre guillemets, ou en tout cas des produits de substitution sont apparus au milieu du XXe siècle pour les copier et les diffuser à grande échelle à bas coût. La France est le plus grand centre de savoir-faire couture au monde. Je ne suis pas sûre qu'on en ait tous vraiment conscience et qu'on comprenne que l'ensemble des savoir-faire réunis sur Paris et un peu plus les régions autour, c'est vraiment unique au monde en fait. Et même dans les musées qui en traitent en fait. L'équipe de la Cité accueille des chercheurs, des artistes ou des entreprises qui souhaiteraient intégrer la dentelle dans leur travail ou développer de nouveaux textiles innovants. On a quand même toute une branche en ce moment qui sont très orientées matériaux et innovation de la matière première, donc vraiment innovation textile sur même comment on pense le tissu. Et ça, on a exposé Iris van Herpen par exemple. Alors, on n'avait pas été à l'origine de l'expo, on a repris une expo d'un musée néerlandais. C'était fabuleux parce qu'on l'a emmenée dans l'usine de dentelle, elle a découvert alors évidemment un autre univers, avec les métiers en fonte et tout, mais elle a été extrêmement intéressée, elle a posé des questions très pointues, et à chaque fois qu'on refait le même exercice, même avec des gens qui ne vont pas aussi loin dans comment penser le tissu de demain, ils sont tous quand même assez partants, ces entreprises, pour essayer d'aller vers les nouvelles fibres. On commence un partenariat avec un créateur japonais qui lui travaille avec une entreprise japonaise de biotech qui essaye de faire des fibres à partir de protéines qu'ils espèrent non alimentaires. Pour l'instant, c'est encore de la protéine alimentaire, donc ça concurrence un peu l'alimentation, on va dire. Mais ils voudraient produire du textile finalement en développant des bactéries et réussir à en faire un fil. Aujourd'hui, ils y arrivent. Ça donne des choses. Alors, c'est pas sur des grandes quantités, c'est un peu toujours l'enjeu, mais au moins suffisamment pour faire plusieurs silhouettes par ce créateur qu'on va exposer. Et donc, c'est quand même tout ça, c'est des sources d'avenir, et les denteliers à chaque fois répondent présents
sont là. Nous, on a ce qu'on a dans le musée. Alors ça, c'est un point hyper important à nos yeux. C'est difficile de l'expliquer vraiment, mais en fait, on a une machine qui était une machine à échantillons. Donc c'est un métier Livers qui est beaucoup plus court. Il a la taille de tout ce qu'il faut pour faire le tissage avec la bonne taille de fil. C'est pas une miniature en fait. Sauf qu'au lieu de faire 7-8 mètres, il en fait que je crois qu'il doit faire 1,50 m. Donc du coup, ça permet de faire des bandes étroites et de faire des essais matière, par exemple, sans passer des mois à monter la matière à l'intérieur du métier. Et on essaye de capitaliser là-dessus, de se dire, mais si on trouve le bon projet avec les bons porteurs de projet, on peut les aider à faire émerger un produit, faire les essais chez nous, parce que nous, on est personnel municipal, le temps de travail des équipes ne sera pas perdu, puisque ça se fait aussi devant le public. Enfin voilà, on peut en profiter et se dire, nous, on est là aussi un peu pour le bien public, pour le bien de cette préservation-là. L'industrie textile a aussi marqué l'histoire d'autres villes en Europe. La Cité de la Dentelle s'active donc à porter des projets et des partenariats afin de valoriser et conserver la diversité des histoires textiles. On a pu développer les partenariats il y a quelques années, notamment parce qu'on avait les projets européens qui étaient calibrés pour ça et faits pour ça. Donc c'était super, on participait à notamment un projet européen principal qu'on portait pleinement en fait avec un partenaire belge et 2 partenaires britanniques, mais ils n'étaient pas à Nottingham. Nous, la ville de la dentelle, c'est Nottingham, donc Angleterre du Nord, le nord des Midlands, mais on est déjà au début de l'Angleterre du Nord. Et ils sont trop loin, en fait, ils n'étaient pas dans la bonne région. On a eu un contact intéressant vraiment avec Nottingham. Ils ont créé une salle dentelle au sein de leur musée, mais chez eux, le souvenir de la dentelle est beaucoup plus éloigné que nous, parce qu'il n'y a plus qu'une seule entreprise dans la banlieue de Nottingham. Une autre qui fait un produit associé à la dentelle, mais dans la grande ville voisine qui est Leicester. Donc c'est pas vraiment, et en plus c'est une entreprise suisse. Et donc on n'a pas de partenariat suivi avec eux. Donc ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait un colloque au moment de l'ouverture de leur salle pour la préparer. Donc ils nous avaient invités à intervenir. On était avec des collègues d'Anvers, ou eux aussi en Belgique. Alors c'est de la dentelle à la main, mais ils ont aussi évidemment tout un patrimoine dentelier qu'ils essayent aussi de faire vivre et de mieux connaître. Mais on n'a pas de lien irrégulier. Ici, on essayait de développer des partenariats autant que possible, notamment avec nos collègues belges, parce qu'il y a une belle dynamique. Eux, ils sont vraiment dans le textile innovant et textile technique, donc c'est super intéressant. Mais ça n'a pas abouti, on n'a pas eu les crédits européens des projets qu'on avait montés et déposés avec eux. On a essayé de le faire, on était aussi avec la filière textile du nord de la France. Donc là, on a parlé de la Fédération des dentelles, ça c'est national parisien, même si au final c'est Calais-Caudry, mais le siège était à Paris. Donc on essaye de porter des projets. Il y a par exemple dans la dernière salle du musée, aujourd'hui c'est une présentation un peu atypique pour un musée, parce que ce sont des tenues qui ont été réalisées à notre commande en fait. Donc c'est une entreprise qui fait des costumes de théâtre, de cinéma et des robes de haute couture qui les a produits. Mais c'est des tenues de démonstration et c'est une exposition qui a voyagé dans les salons textiles à Shanghai, New York et Paris. L'histoire de la dentelle vous passionne ? Sachez que la Cité organise plusieurs visites flash sur des thématiques mêlant échange et jeu. La dentelle n'aura plus de secret pour vous. Par ailleurs, des ateliers sont organisés à l'année pour vous initier à la confection de la dentelle et à la création d'accessoires de mode. Pour les passionnés de mode, l'exposition Yves Saint Laurent Transparence, visible jusqu'au 12 novembre 2023, a été réalisée en coproduction avec le musée Yves Saint Laurent à Paris. Mise en lumière du travail du couturier Yves Saint Laurent qui révolutionna la mode par ses créations qui jouent avec les codes de la transparence et les tissus. Toute la programmation est à retrouver sur leur site internet cité-dentelle.fr. Cette série de podcasts a été réalisée dans le cadre d'Au-delà de nos frontières, une opération qui rassemble près de 35 manifestations à découvrir dans l'ensemble des Hauts-de-France et est proposée par 30 membres du réseau Procitec. Toute notre programmation est à retrouver sur procitec.asso.fr. Un grand merci à Madame Anne-Claire Laronde et aux étudiantes Susan Aubert et Eva Augustine du master Expographie Muséographie de l'Université d'Artois pour l'interview.